Je quitte le Brésil en 99. Mon fils, il avait 7 mois à cette époque. J'allaitais encore. Je monte dans l'avion. Après avoir donné mon sein la dernière fois à mon fils, j'arrive ici et 15 jours après, je commence à travailler chez une famille et je suis allée garder un enfant qui avait 7 mois. Et mon bébé qui avait 7 mois était resté au Brésil avec ma mère et mes filles. La grande, elle avait 11 ans et la deuxième, elle avait 6 ans. Je laissais mes enfants là-bas parce que je disais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Je m'appelle Maria José Freire. Je suis, comme on dit, sans papier. C'est un choix qu'on fait de venir parce que nous, on est considérés comme des migrants économiques. On ne fuit pas la guerre, mais on fuit quand même la misère. Et une fois qu'on a décidé de venir, on paye des prix très chers, mais très chers. Immigrer, c'est pas toujours facile. Même si c'est ça qu'on veut, c'est notre rêve à nous, mais on doit laisser beaucoup de choses derrière nous. On doit avoir une force que parfois on ne sait même pas qu'on a. Une fois que tu quittes la maison, tu es déjà dans le danger. Tu peux te faire contrôler même en marchant dans la rue. Tu peux te faire contrôler dans les stations de métro. Tu peux te faire contrôler n'importe où. Et une fois qu'ils te demandent ta carte d'identité, là tu trembles. Hein? Et quand tu sors ton passeport, tu attends toujours vraiment avec impatience qu'il te rende ton passeport et qu'il n'a pas appelé la police. Moi, j'ai vécu ici sans papier pendant 10 ans. J'ai eu ma carte de séjour. Malheureusement, j'ai été radiée de la commune et j'ai perdu mon droit au séjour. Quand on quitte notre pays, on a des rêves. J'ai connu la vie avec les papiers et maintenant je me retrouve de nouveau sans papier. Parce que la plupart de nous, on a un diplôme là-bas. On n'est pas des bêtes. On a fait des études. On a envie de travailler. Je suis née au Brésil. J'étais élevée à la campagne, je suis une fille de la campagne. Je ne savais même pas qu'il y avait tellement de choses dans le monde. Mais je rêvais déjà de quitter mon pays depuis ma petite enfance. Je suis devenue maman à 15 ans et j'ai eu une vie de femme mariée à cet âge-là, à 15 ans. J'ai eu 2 filles, Laetitia et Amanda. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller à l'école parce que la personne avec qui je vivais, il n'était pas d'accord. Je me suis séparée, j'ai quitté ce mec après avoir été agressée physiquement. Et là, j'ai appris le métier d'esthéticienne. Et c'est là que j'ai eu la liberté, on va dire comme ça, de prendre ma vie en main. J'ai travaillé beaucoup, mais je ne m'en sortais pas. J'avais mes enfants à charge, mes 2 filles à charge et mon père aussi parce qu'il était malade, on va dire comme ça. Mon salaire était toujours trop bas pour toute ma famille, quoi. Et un jour, j'ai rencontré un autre garçon et on est sortis ensemble. Et avec lui, j'ai eu un enfant, que c'est mon petit, mon bébé, qui aujourd'hui a 21 ans, il s'appelle Arthur. Et voilà qu'en 99, j'ai eu la possibilité de venir en Europe. Le papa de mon fils, il a dit, j'ai un cousin qui est en Belgique et il nous a dit que c'est facile d'aller là-bas. Si tu veux, on peut essayer d'aller là-bas. Moi, j'ai dit oui, je suis partante. Alors, il est venu en première. Et après 3 mois qu'il était ici, il m'a dit, Marie-Josée, ne viens pas parce que c'est pas facile comme il nous a dit. Moi, j'ai dit, écoute, je viens parce que c'était mon rêve. Là, maintenant, c'est l'opportunité que j'ai. Et je suis venue pour le rejoindre ici. Je suis arrivée avec mon visa de 3 mois, touristique. Mais dépassé les 3 mois, on devient des sans-papiers. Le papa de mon fils est venu me chercher à l'aéroport. Et on est allé où il habitait. C'était un petit studio de 15 mètres carrés peut-être. On était à 6 personnes là-dedans, 7 personnes là-dedans. On dormait par terre. C'était vraiment un peu le bordel. Moi, j'ai trouvé du travail facilement. Lui, il travaillait dans la construction. Et tout allait bien. On a fait venir le petit quelques mois plus tard. Mais malheureusement, l'appartement où on vivait a pris feu. Tout était vraiment brûlé. Et lui, il était démotivé de continuer. Il m'a dit, je ne reste pas ici, je vais rentrer au pays. Moi, j'ai dit, non, moi, je veux rester, je n'ai pas envie de repartir. Et voilà qu'on s'est séparés et qu'il est reparti. Moi, je suis restée. Ça a été très difficile. J'ai dû renvoyer mon fils au Brésil pour rester avec ma mère. C'est compliqué quand tu n'as pas de papier.
Beaucoup de monde ne veulent pas te louer un appartement parce que tu n'as pas de papier. Beaucoup de propriétaires, ils louent des caves, vraiment pas possible, sans ventilation. Tu payes plus cher parce que tu n'as pas de papier. C'était difficile pour trouver un appartement. Je me suis restée sans mes enfants 3 ans. 3 ans sans mes enfants. Moi, j'ai toujours eu un lien très fort avec mes enfants. Mais la petite, elle s'est sentie un peu vraiment abandonnée. Elle m'envoyait des petites lettres par la poste. Je garde toujours ces lettres. À l'époque, on n'avait pas de WhatsApp. On devait appeler dans des cabines téléphoniques et c'était compté par minute. Je devais appeler dans un téléphone public là-bas au Brésil parce que ma maman, elle n'avait pas de téléphone non plus. Alors, on donnait une heure, par exemple. On donnait rendez-vous à cette heure-là et ils devaient être tous là devant le téléphone public. Et moi, j'appelais, ils décrochaient et on parlait, on va dire, 5-10 minutes parce que c'était quand même cher d'appeler, tu vois. Et parfois, elle ne voulait pas me parler. Elle ne voulait pas me parler parce que... En fait, c'est vrai que ça fait mal d'entendre la voix et que tu ne vois pas. Et cette nostalgie, elle est très forte. En 2002, il n'y avait pas beaucoup de travail. J'ai reçu une proposition d'aller travailler en France dans un hôtel pour faire la plonge. C'était à Lourdes. Moi, que je suis pratiquante, je suis catholique pratiquante. Quand on m'a dit que c'était à Lourdes, j'ai dit « Waouh, c'est le rêve d'aller vivre là où il y a la Vierge et tout ça. » Et je suis partie et j'arrive là-bas, ben voilà que je découvre que le Messier, il ne voulait pas vraiment une personne pour travailler à la plonge. Il voulait une personne qui travaille à la plonge, mais qui aussi va coucher avec lui. Mais comme je n'ai pas accepté ce rôle de faire sa maîtresse, il m'a violée. Et moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai porté plainte, on est allé jusqu'à la fin. Il a été jugé coupable. Il devait me payer une indemnisation qui n'a pas été faite parce que j'étais sans papier. J'étais une personne sans domicile fixe. Je n'avais pas de papier, alors je devais quitter la France. Sinon, j'allais être expulsée. Et voilà que je suis rentrée en Belgique de nouveau cassée. Vraiment cassée moralement, physiquement. J'étais détruite, quoi. Et j'ai dû surmonter tout ça toute seule et en travaillant pour faire venir de nouveau mes enfants. J'ai trouvé un travail à Anvers. Je suis allée m'en occuper d'un monsieur qui était combattant de guerre au Congo. J'étais interne, je travaillais de lundi au vendredi chez lui, je dormais et tout ça. Mais voilà que 2 mois après que j'étais chez lui, le type il commence à me faire aussi des propositions un peu inacceptable. Et j'ai dit, écoute, je vous quitte aussi parce que c'est pas mon but. J'ai trouvé un travail dans une autre maison d'une famille et c'est à partir de là que ma vie commence vraiment à rentrer dans le bon chemin. En 2003, j'ai fait venir ma fille, la grande. À l'époque, elle avait 15 ans. J'avais du travail, j'avais trouvé un petit appartement et je l'ai mis à l'école. Et 2 ans après, j'ai fait venir la 2e fille. Et 1 an après, je suis venue le 3e. Et du coup, j'avais mes 3 enfants avec moi et c'était le rêve, quoi. C'était la merveille. J'avais mon petit appart, ils allaient à l'école. Je pouvais les donner tout ce que j'avais envie de les donner. C'était vraiment le rêve que j'avais dans ma tête. Sauf que je travaillais énormément. On va dire de 7 heures du matin, il y avait des fois que jusqu'à 11 heures du soir. En fait, le salaire... Pour les gens qui n'ont pas de papier, il n'est pas vraiment le même salaire pour des gens qui ont des papiers. Et je devais aussi envoyer de l'argent au Brésil pour aider un peu aussi ma famille, ma mère, mon père à l'époque. Et tu vois que si j'ai gagné 800 €, mais j'ai payé 500 de loyer, plus ci, plus là, à la fin, j'étais même en manque, si vous voulez. Mais tout allait bien parce que vraiment, j'adore d'être en Belgique. À Bruxelles surtout, parce que je me sens vraiment, vraiment chez moi. Une manifestation ce matin en faveur de la régularisation des sans-papiers. Je commençais alors à militer et j'étais bien engagée dedans, j'étais porte-parole de Latinos. Le gouvernement établit des critères de régularisation pour les sans-papiers. Et voilà qu'en 2009, moi avec mes 3 enfants, on a eu la carte de séjour. Et tout était super bien. C'était le rêve qui a été réussi, quoi. Et voilà que j'ai perdu mon père.
Et mon père, c'est mon amour. Depuis toute petite, c'est moi qui élevais mon père, en fait, qui gardait mon père. Tu vois, le rôle s'était renversé. Et quand j'ai quitté le Brésil, il est devenu tellement triste. Il ne voulait pas que je vienne. Mais j'ai dit, papa, je vais y aller. Parce que je vais quand même gagner l'argent et je vais acheter la maison pour qu'on puisse vivre dignement, quoi. Et un jour, je reçois un appel en disant que ton père, il est mourant. Si tu veux le voir encore en vie, tu dois venir vite. J'ai ramassé un peu d'argent et j'ai acheté mon billet et je suis allée en vitesse. Quand j'arrive là-bas, en fait, il était comme une plante, tu vois. Il était dans un lit d'un hôpital. Il ne me reconnaissait même pas. Je suis restée avec lui dans l'hôpital pendant 29 jours. J'avais laissé mes enfants ici, tu vois, et je devais rentrer en Belgique. Je rentre en Belgique. Il était encore en vie, tu vois, parce que le médecin m'a dit, écoute, on ne sait pas combien de temps il va rester. Peut-être qu'il va rester encore 1 an, peut-être qu'il va rester 12 jours, je ne sais pas. Je l'ai laissé là-bas et je suis rentrée en Belgique. Et voilà qu'un mois après que je suis rentrée, mon papa est décédé. Il est décédé et moi, je n'ai pas pu aller. Parce que je venais de rentrer, je n'avais pas d'argent pour rentrer encore une fois. Beaucoup de monde qui sont ici en tant qu'immigrés, sans papier, ils passent par la même situation que moi. C'est de ne pas pouvoir être là quand quelqu'un de notre famille a besoin de nous. C'est ça, de perdre des gens qu'on aime. 8 ans après le décès de mon père, je suis rentrée au Brésil pour des raisons vraiment familiales, pour des raisons que je ne veux pas entrer dans les détails. C'était vraiment forte. Je pensais que ça allait durer quelques mois, mais en fait non, ça a duré beaucoup plus de temps. J'étais en règle de papier. Et quand je rentre ici en Belgique, je découvre que j'étais radiée de la commune et que j'avais perdu le droit d'avoir ma carte de séjour. Et que je dois recommencer à zéro pour avoir le permis de rester en Belgique. Et zéro, c'est vraiment zéro. Et payer les avocats, rajouter les preuves et tout ça. Et moi, je n'ai pas encore fait vraiment, c'est parce que ça coûte de l'argent. Tu dois payer une redevance, ça coûte environ 400 €. Et je n'ai pas encore eu cette somme pour payer cette redevance. Mon fils, il était rentré avec moi. Lui aussi, il a perdu sa carte. Et la grande aussi, parce qu'elle aussi, elle est rentrée. Il n'y a que la petite, la deuxième, qui est restée ici et elle n'a pas perdu sa carte. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a ses papiers. Moi, je dis toujours, j'ai connu la vie sans papier, j'ai connu la vie avec les papiers et maintenant, je me retrouve de nouveau sans papier. Et c'est difficile, c'est vraiment très difficile quand tu connais le bonheur et que tu le perds. C'est ici que j'habite. Je partage l'appartement avec 2 autres garçons brésiliens. On se divise pour dormir. Il y a le matelas qui est là, qui se met par terre. Et on se met un peu comme on peut dans ce petit espace qu'on doit partager. Je suis arrivée ici, j'avais 29 ans. Et maintenant, cette année, je vais avoir 50 ans. Je connais de près des gens qui sont ici depuis 30 ans et qui n'ont pas encore eu son titre de séjour. Et c'est des gens qui travaillent, qui contribuent à l'État. Ce sont des gens qui sont là depuis sa jeunesse et qui maintenant, ils vont vers la retraite, mais qui ne vont pas avoir le droit d'avoir une retraite. Une petite partie de ma famille est là, mes trésors, mes amours. Lui, il est en premier maternelle et moi, je suis en deuxième primaire. Meu Deus! Mas isso aqui a gente podia ficar só até aqui. Ouais. Olha, qui passe por baixo. Ils ont le droit d'aller à l'école, les enfants. Mais quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, ce droit est retiré. Ils ne peuvent pas continuer. Mon fils, qui a 21 ans, et qui rêve de continuer ses études, mais il ne peut pas faire. Maintenant, il travaille dans le bâtiment, dans la construction. On peut faire qu'est-ce qu'on nous laisse faire. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on a envie de faire. La vie dans sans-papier, c'est ça. On vit, mais on vit comme les autres nous laissent vivre. Un sans-papier, il ne peut jamais tomber malade. Tu peux aller à l'hôpital te faire soigner, mais tu ne peux pas rester à la maison parce que si tu ne travailles pas, l'argent, il ne rentre pas. Tu n'as pas d'aide. Récemment, j'ai eu le Covid et voilà que pendant 1 mois,
j'ai dû rester enfermée, on va dire comme ça. Et j'ai pas pu travailler. Pour acheter à manger, pour payer le loyer et tout ça, c'est des amis qui m'ont aidée, vous voyez, pour me donner un petit peu de ci, un petit peu de là, pour que je puisse m'en sortir. Et là, maintenant, écoute, je viens de découvrir que j'ai une hernie discale, avec une arthrose aussi sur mes hanches. Et mais voilà que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler. Il y a des jours que je travaille, mais en pleurant. Vraiment, parce que j'ai tellement mal. Et comme je fais le ménage, je te jure que c'est très difficile. Hein, parce que c'est des seaux avec ça, c'est des aspirateurs avec ça, c'est de baisser, c'est de élever, c'est de soulever. Et je dois faire semblant que je suis bien, parce que tu ne peux pas te plaindre. Parce que si tu te plains, le patron il va te dire, écoute ma fille, tu rentres chez toi et tu me laisses en paix, quoi. Si j'ai mon titre de séjour, je pouvais travailler en tant qu'esthéticienne. Personne ne va me donner de travail dans un centre de beauté si je ne suis pas en règle des papiers. Parce que là, le contrôle, c'est beaucoup plus facile d'arriver. C'est pour ça que c'est plus facile de trouver dans le ménage parce que le contrôle, il est moins faisable, on va dire comme ça, que dans un institut de beauté. Je n'ai pas de carte de séjour. Mais je peux quand même ouvrir un compte électricité à mon nom. Je paye des contributions alors à l'État. Ça, je peux le faire parce que le TVA est compris et tout. Mais je n'ai pas la carte de séjour. On ne peut pas avoir un compte bancaire en tant que sans-papier. On ne peut pas ouvrir un compte dans une banque. Par exemple, payer la facture de l'électricité ou payer le loyer ou n'importe. Payer les factures. Avant, la poste, on pouvait payer là-bas. Et maintenant, plus. Et on va dans des magasins spécialisés là, par exemple, Money Trans, Western Union, des choses comme ça. D'accord, ils te laissent payer, mais tu sais combien je paye de taxes? 4-5 euros de taxes. Si je paye une facture de 20 euros, je vais payer 25 parce que je paye 5 euros de taxes. Si j'ai 5 factures à payer, loyer, électricité, internet, gaz et tout ça, c'est 5 frais que je dois payer. Et maintenant, avec cette histoire de Covid, c'était compliqué, hein, parce que tous les endroits, ils demandaient une carte. Par exemple, j'étais dans un supermarché, j'avais toutes mes courses là, dans le tapis roulant là, et la dame, elle a dit, mais excusez-moi madame, avec cash, on ne reçoit pas, il faut la carte. Ben, j'ai de tout laissé tomber et parti parce que j'avais pas la carte. On veut vivre dignement, on ne veut pas vivre comme des rats, parce qu'on doit vivre caché tout le temps. On est considérés comme des fantômes. Pourtant, on rapporte beaucoup. S'ils régularisent 100 000 travailleurs sans papier, on va comptabiliser 58 millions d'euros par mois dans notre caisse de sécurité sociale. Ça change beaucoup quand tu as les papiers et quand tu n'as pas les papiers. C'est vraiment le regard des gens vers nous, les sans-papiers. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils regardent les sans-papiers comme des criminels. Ils nous regardent comme des gens idiots. Ça, c'est le regard que nous, on ressent parce que tu fais un travail, on va dire, un travail que la plupart des Belges ne veulent pas le faire. Alors, c'est ces étrangers sans papier qui viennent le faire parce qu'ils sont des bêtes, ils ne savent rien faire d'autre. Je veux juste dire que moi et la plupart des gens qui sont ici depuis 5-6 ans, on veut rester ici en Belgique. C'est ici qu'on veut élever nos enfants, c'est ici qu'on se sent en sécurité, c'est ici qu'on se sent bien. Donnez-nous une chance, parce que si on n'est pas régularisé, mais on va quand même rester en tant que sans-papier, avec cette peur qu'on a toujours, mais on n'a pas envie de rentrer chez nous, parce que si c'était le cas, on était déjà parti, parce qu'on a déjà vécu tellement de choses ici, en tant que sans-papier, des choses difficiles, et on ne va pas lâcher. On va rester et on va se battre, parce que c'est ici qu'on aime vivre.